Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés chaque jour, du lundi au vendredi à 17h si vous nous suivez en direct à la télévision. Émission que vous retrouvez chaque soir en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, une nouvelle semaine qui démarre pour les investisseurs avec en ligne de mire le chiffre de l'inflation américaine pour le mois de septembre qui sera publié ce jeudi et le tout début de la saison de publication des résultats d'entreprise. Nous aurons PepsiCo qui publiera cette semaine, mais surtout le coup d'envoi officiel qui sera donné par de grandes banques américaines ce vendredi avec les résultats notamment de JP Morgan ou encore de Wells Fargo qui sont attendus pour le deuxième trimestre dans un contexte de tensions géopolitiques. Évidemment, on voit les cours du pétrole qui reviennent effectivement sur des niveaux plus élevés que ce qu'on a connu ces derniers temps, bien sûr, autour de $80 pour le baril de Brent. Les cours du pétrole qui continuent de s'apprécier dans l'attente de la riposte d'Israël contre les attaques iraniennes des derniers jours. Et puis également le sujet macro autour de la résilience américaine, un atterrissage sans fin pour l'économie américaine. En tout cas, c'est un petit peu ce qui vient brouiller le narratif avec les chiffres du rapport mensuel sur l'emploi américain publié ce vendredi, qui viennent brouiller un petit peu l'idée du ralentissement de l'économie américaine et du marché du travail américain. Les taux en prennent acte avec un 10 ans américain à plus de 4% désormais en ce début de semaine. Vous aurez tous les détails dans un instant. L'actualité des entreprises marquée également par la réaction d'Ubisoft après la spéculation de vendredi et cet article de Bloomberg qui signalait que le groupe chinois Tencent et la famille Guillemot discutaient de l'avenir d'Ubisoft. Évidemment, un groupe qui est mal en point aujourd'hui. Ubisoft a réagi, l'entreprise a réagi aujourd'hui, indiquant qu'elle prenait note des spéculations et des intérêts la concernant et qu'elle était en permanence en train d'évaluer ses options stratégiques, comme on le dit pudiquement, le titre Ubisoft qui n'a pas fait grand-chose aujourd'hui, mais qui a bondi de plus de 30% sur la séance de vendredi. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque lundi, c'est notre quart d'heure américain. Notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas est avec nous chaque semaine pour suivre bien sûr l'actualité économique et politique en provenance des États-Unis. Nous parlerons de l'emploi industriel et bien sûr du sprint final de la campagne présidentielle à moins d'un mois maintenant de l'élection du 5 novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, nous retrouvons Pauline Gratel et les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Bon, ce lundi, l'ensemble des marchés européens, des marchés actions notamment, restent sur une note de prudence. Oui, les bourses européennes évoluent en légère progression aujourd'hui. À noter, sur le marché obligataire, les rendements sont en hausse. Aux États-Unis, le rendement de l'obligation à 10 ans repasse la barre des 4% pour la première fois depuis le mois d'août. Le rendement à 2 ans grimpe encore de 7 points de base autour de 4% dans le sillage de l'emploi américain publié vendredi et sur fond de tensions sur le pétrole. En Allemagne, le rendement du 10 ans tourne autour de 2,25% et en France autour de 3%. Évidemment, cette remontée des rendements obligataires n'est pas forcément ce qui était prévu dans le scénario pour les investisseurs. Et on retrouve le secteur immobilier ou encore le secteur technologique comme étant des secteurs pénalisés par cette remontée des taux. Oui, en Europe, le secteur immobilier recule de 1,3% et le secteur technologique de 1,2%. Aux États-Unis, Alphabet et Microsoft ouvrent en léger recul dans ce contexte. Et puis n'oublions pas les tensions au Moyen-Orient qui alimentent également la prudence, voire le stress des investisseurs. Oui, bien que légèrement apaisé après que Joe Biden a dissuadé Israël de riposter sur les installations pétrolières, ces tensions géopolitiques sont toujours une source de stress. Dans ce contexte, le baril de Brent grimpe encore de 2% à près de $80. Total Energy en profite et gagne 1% au cours de la séance. Du côté des indicateurs économiques du jour, une enquête de sentiment en zone euro qui montre que le Sentix, en l'occurrence, a progressé le mois précédent. Oui, c'était inattendu. Cet indice qui mesure le moral des investisseurs rebondit légèrement au mois d'octobre à moins 13,8 points, après moins 15,4 en septembre et après 3 mois de recul. Les ventes de détail de la zone euro étaient aussi attendues pour le mois d'août. Sur un mois, elles augmentent de 0,2% et c'est ce qui était attendu.
Qu'est-ce que l'on retient de l'actualité des entreprises en ce début de semaine, Pauline, avant les résultats qui commenceront en fin de semaine, vendredi notamment? Le secteur du luxe est dans le vert. Richemont vend sa filiale de prêt-à-porter de luxe en ligne au groupe allemand Mytheresa en échange de 33% du capital. Dans son sillage, LVMH est en hausse de plus de 1% et Kering est en tête du CAC 40 en hausse de 4% après avoir souffert tout au long de la semaine dernière. Et puis aux États-Unis, Pfizer grimpe. Oui, en hausse de plus de 2% à l'ouverture de Wall Street, après que l'investisseur Starboard Value a acquis une participation de 1 milliard de dollars au capital de Pfizer pour améliorer les performances de l'entreprise. Quels sont les rendez-vous à l'agenda pour les investisseurs demain, Pauline? Les investisseurs prendront connaissance de la balance commerciale américaine du mois d'août et de la production industrielle allemande du même mois. Côté micro, avant le début de la saison des résultats avec ceux des grandes banques américaines vendredi, c'est PepsiCo qui publiera avant l'ouverture de Wall Street. Pauline Grattel avec nous chaque soir pour vous livrer les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Wilfried Galland est avec nous, le directeur stratégiste de Montpensier Finance. Bonsoir Wilfried. Bonsoir Grégoire. Louis Defels, directeur de la gestion de Gay-Lussac Gestion, est à nos côtés également. Bonsoir Louis. Oui. Et François Cabot, économiste zone euro chez AXA IM. Bonsoir François. Bonsoir Grégoire. Bon, repartons peut-être de ce qui a été l'événement vendredi sur les marchés, côté macro bien sûr, François, à savoir le rapport mensuel sur l'emploi américain, rapport explosif, c'est le chiffre le plus suivi de la planète marché, c'est aussi un des chiffres les plus révisés de l'appareil statistique américain. Néanmoins, Jérôme Powell ne voulait pas voir le chômage ou le marché du travail refroidir au-delà des niveaux qui avaient été atteints. On était à 4,2% de taux de chômage, on est retombé à 4,1% de taux de chômage. Visiblement, les vœux de Jérôme Powell ont été exaucés quelques semaines seulement, à peine après sa première baisse de taux de 50 points de base. Oui, alors effectivement, un rapport explosif, vous le mentionniez, sur le nombre de créations d'emplois, le taux de chômage et les salaires qui accélèrent. Donc une fois n'est pas coutume, sur le rapport emploi où on a tendance à se focaliser uniquement sur le nombre de créations d'emplois, avec différentes enquêtes qui peuvent être contradictoires, on a eu un message et un seul assez unanime. Unanime et positif. Donc là-dessus, effectivement, au-delà de la surprise sur l'estimation du mois de septembre, les révisions en la hausse également sur les mois passés. Donc là, effectivement, une bonne surprise, et c'est ce qu'ont bien compris les marchés, avec à la fois effectivement des révisions en la hausse sur les anticipations de taux, donc de moins de baisse, et puis finalement, on sent bien que l'économie américaine se porte bien, et dès lors, voilà, un atterrissage. En tout cas, on sort de la sphère atterrissage en douceur ou récession, et on revient vers atterrissage en douceur ou pas d'atterrissage. Et donc là, effectivement, on sent bien que l'impact est positif là-dessus, avec dans tous les cas des baisses de taux qui restent prévues au programme. C'est juste que ça permet d'enlever finalement de l'horizon des éventuels 50 points de base. On reste sur 25 qui sont pricés pour l'ensemble de l'horizon. Ça ne remet pas en cause l'idée que la Fed va continuer de baisser les taux, quand bien même avec des pas moins importants que celui du 18 septembre. Exactement, parce que c'était mon point. In fine, malgré toutes ces bonnes nouvelles, on reste en territoire de décélération, mais une décélération sous contrôle et qui reste a priori, qui donne des bons signaux de vie de l'économie américaine de ce point de vue-là. Qu'est-ce que ça implique pour la Fed demain, mais pour le rythme du cycle global de baisse de taux, et je pense notamment à la Banque Centrale Européenne. Je crois que pour la zone euro, et c'est votre domaine d'analyse, François, vous venez à nouveau de mettre encore à jour votre call Banque Centrale Européenne, c'est ça ? Alors oui, de nouveau à jour, mais on ne l'a pas mis à jour depuis un an parce qu'il avait été juste pendant un an. Donc on avait vu les baisses de taux arriver en septembre 23 pour juin et de manière trimestrielle. Ouais. Donc effectivement, on l'a remis à jour parce qu'effectivement, le chiffre de l'inflation la semaine dernière qui a surpris à la baisse par rapport aux anticipations de la Banque Centrale Européenne. Donc une nécessité assez évidente. Et d'ailleurs, le président de Lagarde, Isabelle Schnabel, ont dit OK, baissons les temps en gros de 25 points de base en octobre, c'est acté. Et donc on en a au moins deux et on devient en ce qu'on appelle en back-to-back, meeting après meeting, on en fait 25. Et jusque-là, notre call l'année dernière, c'était on en fait une par trimestre. Ouais. Donc là, on se dit bien que l'inflation dans nos prévisions remises à jour va undershooter la target de la BCE pendant quasiment l'ensemble de l'année 2025. Donc là, il faut bien comprendre. On va être sous les 2% d'inflation et pas assez proche de. Si, on sera quand même proche de 2. Un 8, un 7. D'accord. Mais pas très loin. Donc pas suffisamment proche de 2 non plus, quand même, par rapport au mandat précédent. Exactement. Donc on a vraiment une nécessité d'aller ralentir la cadence et encore une fois, non pas soutenir l'activité, mais de moins la restreindre. Parce qu'on a été aux taux qui sont à 4%. On sait qu'en gros, le neutre, c'est autour de 2%. Donc oui, ça fait pleinement sens, notamment quand on voit
la santé de l'économie européenne et la faiblesse de la demande domestique, on sent bien qu'il n'y a pas une boucle très vertueuse là-dedans. Et donc, il ne soutient pas l'après la consommation et que, du coup, fait des appels du pied quelque part à la BCE en disant, voilà, on a peut-être besoin, en tout cas, certainement de moins de restrictions et les niveaux de taux courts sont tellement élevés qu'il y a encore de la marge par rapport à arriver jusqu'à ces 2%. Donc, nous, notre trajectoire, c'est de faire 25 à chaque meeting jusqu'en juin. On tombe à 2 et avec le risque plutôt d'aller plutôt plus vite, plus bas, plutôt que d'être dans la résistance, effectivement, quand on voit les chiffres de l'économie européenne. Maintenant, il y a quand même 2 grosses incertitudes hors de la zone euro sur lesquelles il va falloir se réajuster. C'est bien évidemment les élections américaines et quid de la Fed. Comment est-ce qu'elle y réagit? Est-ce qu'on est effectivement sur un no landing ou pas? Et puis effectivement, et ça sera demain, l'économie chinoise, à quelle vitesse repart-elle? Sur quel moteur de croissance? Et là-dessus, ça peut bien évidemment impacter fortement l'horizon la performance économique de la zone euro. Sur le rythme de la Fed post-élection du 5 novembre, oui, ça peut créer un trouble pour la Banque Centrale Européenne, ou en tout cas pour ce que vous projetez de la trajectoire et du rythme de baisse de taux de la Banque Centrale Européenne. Je ne sais pas, une Fed qui basculerait du scénario de soft landing à un scénario de no landing impliquerait qu'elle n'ait plus besoin forcément de baisser les taux à chaque meeting ou aussi vite que ce qu'elle avait anticipé. Pour la BCE, ça deviendrait un problème. Ça peut devenir un sujet, surtout si on a aussi des options politiques qui sont radicalement différentes, si on a des tarifs et une guerre commerciale qui va avec, ou si ce n'est pas le cas. Et dans le premier cas, on a quand même a priori une inflation qui serait notablement et de manière persistante plus élevée aux États-Unis, donc une réticence évidente de la part de la Fed à baisser ses taux, en tout cas certainement pas aussi rapidement que ce qui est prévu maintenant, alors que là, quand on regarde la dynamique à la fois de croissance et d'inflation en zone euro, on se rend bien compte qu'il y a une histoire au sein de la zone euro qui prévaut et qui nécessite de baisser les taux. Et là-dessus, on pourra avoir une relative divergence sur un horizon 6-9 mois qui peut être compliqué à gérer avec un euro-dollar qui peut tanker assez fortement. On a vu un peu de volatilité effectivement sur la parité de devises là, dans le sillage du rapport mensuel sur l'emploi. Wilfried, c'est toujours un peu la même histoire. On a toujours la peur que la Fed en fasse peut-être un peu trop vite, un peu trop fort. Structurellement, c'est une banque centrale dovish. Et puis à l'inverse, on se demande toujours si la BCE va être suffisamment rapide dans ses efforts pour venir au taux neutre, en tout cas. J'aime beaucoup la figure de style. On se demande si elle ne va pas être trop prudente. On le sait. Malheureusement, on le sait. Non, en fait, qu'elle peut lutter contre ce biais. Non, mais ce qui est assez spectaculaire, c'est que en fait, Jérôme Powell, dans sa dernière conférence de presse, avait répété 2 fois de suite le fait que nous faisons un mouvement important est la preuve que nous ne sommes pas en retard de cycle. Oui. We are not behind the curve. Nous ne sommes pas en retard du cycle. C'est un engagement à ne pas être en retard. Exactement. Et d'ailleurs, ce que nous montre en fait, ce rapport de l'emploi, c'est qu'effectivement, il n'est pas en retard de cycle. Il n'y a pas de raison aujourd'hui de garder les taux américains à des niveaux qui étaient, je le rappelle, à des niveaux de taux réels le plus élevés depuis 2007. Donc il n'y a aucune raison, compte tenu des performances de l'économie américaine, de garder à ce niveau de restriction. Donc il peut prendre son temps, mais c'est normal de commencer à baisser, et de commencer à baisser de façon relativement symétrique à la hausse qu'il avait mise en œuvre. Parce que la baisse de l'inflation était également symétrique à la hausse de l'inflation. Donc il n'y a pas de problème. En revanche, sur la BCE, moi effectivement, je suis à la fois inquiet des performances économiques de la zone euro, et puis très inquiet des erreurs de prévision du staff de la BCE. Mais c'est absolument considérable. C'est-à-dire que les derniers chiffres en zone euro, c'est non pas 1,8%, c'est 1,76%. Quand on regarde les prévisions sorties en septembre, y compris pour septembre, donc c'est pas non plus très très dur d'avoir une prévision à horizon quelques semaines. Quand vous regardez la courbe, ça voudrait dire qu'on est à 2% sur le staff de la BCE. On s'est trompé de 2% à 1,76. C'est considérable compte tenu du faible écart en termes de temps. On est sous l'objectif et sous les prévisions les plus récentes de la Banque Centrale Européenne de septembre. Exactement. Or, la présidente de la BCE n'arrête pas de nous dire, à juste titre, que sa politique doit se baser, et c'est vrai que ça prend, je trouve, un relief tout particulier quand il dit on doit se baser. Effectivement, elle dit plusieurs fois, j'avais pas retenu véritablement le terme, mais nous devons nous baser sur les prévisions du staff. Et si les prévisions du staff surestiment régulièrement l'inflation, alors ça pose problème, parce qu'on voit qu'effectivement on garde un biais beaucoup trop restrictif en zone euro par rapport à ce qu'on devrait. On voit que les performances sont quand même extrêmement dures. Maintenant, il faut accélérer vite. Ce qui me rend un peu plus optimiste, c'est que les dernières communications de la Banque Centrale Européenne, que ce soit Christine Lagarde ou par exemple Isabelle Schnabel, qui était quand même
celle qui menait un peu la charge des faucons. Alors on n'imagine pas très bien, en fait, en termes visuels, une charge de faucon. Mais enfin, on imagine les faucons volant en essaim. Et en fait, c'était véritablement Isabelle Schnabel qui menait cette charge en permanence et qui récemment nous a dit oui, il faut reconnaître que l'inflation baisse et il faut reconnaître que nous avons des vents contraires très forts en termes de croissance sur la zone euro. Ça veut dire probablement que la philosophie, l'esprit de la BCE est en train de changer. J'en accepte l'augure, mais maintenant il faut aller vite parce que compte tenu du fait qu'on n'a plus la possibilité de faire une relance budgétaire très forte, c'est pas comme aux États-Unis où on n'arrête pas de creuser le déficit. Là, en zone euro, certains pays ont encore un peu de place, hein, mais certains pays ont un peu de place, mais refusent en fait de l'utiliser. Et donc en fait, il faut effectivement qu'on ait ce desserrement monétaire. J'espère qu'on va l'avoir parce que sinon on aura effectivement une fin d'année beaucoup plus compliquée en zone euro que ce qu'on pourrait avoir. Et encore une fois, est-ce que la BCE peut avoir la capacité, comme elle a eu, de démarrer avant la Fed, de se désynchroniser au moins pour un temps, si jamais la Fed devait gérer un scénario plus proche du no landing que du soft landing, pour dire les choses. Je pense que comme on vient d'expliquer, en fait, sur la partie, la baisse très rapide des taux d'inflation en zone euro aide quand même énormément la BCE parce que c'est véritablement un argument fort. Au moment où vous êtes en dessous de 2%, vous pouvez vous permettre quand même d'aller vite. Ouais. Sur ces questions de banque centrale, Louis. C'est vrai que la chiffre de vendredi a vraiment bluffé un peu tout le monde, mais j'ai quand même envie de mettre un peu d'eau dedans, un peu d'eau dans le moulin, à savoir, c'est vrai que le chiffre était très au-dessus, mais quand on regarde quand même de plus près, il y a quand même des chiffres un peu bizarres. On est à un mois des élections, et comme par hasard dans le survey, je crois qu'il y a eu un ajout de 800 000 emplois liés au gouvernement. Voilà, c'est pas possible de créer 800 000 gouvernements. Donc si vous retirez cela, votre taux de chômage qui est passé de 4,2 à 4,1, il devait monter. Bon, voilà, j'ai pas envie de... Il y a des chiffres comme ça. Ouais. Et aussi, quand vous regardez d'autres chiffres, comme le nombre d'heures travaillées. Le nombre d'heures travaillées diminue. Vous avez plus d'emplois et le nombre d'heures travaillées baisse. Donc voilà, c'est encore un autre signe. Donc nous, c'est vrai que chez Gay-Lussac Gestion, on pense que ces chiffres sont toujours très volatiles. Attention, notamment avant les élections. Mais le marché du travail continue de décélérer, vous dites. Voilà, ça continue de décélérer. Il ne faut pas s'emballer dans le no landing tout court. Nous, on continue de penser qu'on arrive un peu en fin de cycle, en ralentissement, donc seul l'avenir nous le dira dans plusieurs mois, mais ne nous emballons pas trop. C'est vrai qu'à 3,60, le marché était vraiment trop bas, c'est faux, il s'est remonté à 4%, évidemment, ça n'a peut-être pas remonté tout de suite à 3,60, maintenant la question c'est quand est-ce qu'on achète la dette américaine. Donc c'est vrai que là, pendant un mois, il n'y aura pas de nouveaux chiffres, donc voilà, il y a les élections américaines, voilà, les taux vont continuer de se repricer, et ce qui va être intéressant, c'est que même à un moment, vous savez, la courbe entre le 2 ans et le 10 ans qui se repentifie, se redonne inversée. On est flat là. Là, on est quasi en flat. Ouais. Nous, on continue de penser qu'elle va se repentifier. D'accord. On continue. Donc voilà, un chiffre ne fait pas tout, mais c'est vrai. Donc c'est une respiration dans la tendance, quoi, ce que vous dites. Il y a une respiration dans la tendance. C'est vrai que tout à l'heure, vous en avez parlé, les salaires étaient même au-dessus des attentes, plus 4 au lieu de 3,9. Et c'est vrai que le chiffre de l'inflation de jeudi risque lui aussi d'être un peu au-dessus. Le mois dernier était un peu au-dessus, là encore. Donc peut-être qu'on pourra avoir un emballement sur les taux US. Et je pense qu'à ce moment-là, ça sera pas mal de racheter peut-être la dette américaine. Ouais, bon. Pour la Banque Centrale Européenne ? Donc c'est vrai que la Banque Centrale Européenne, donc là je suis plus dans le consensus, ils vont faire au mois d'octobre, c'est dur de palette quand même. Voilà, c'est évident, ils sont complètement en retard. Mais voilà, donc moi je pense que l'Europe, tout a été dit, je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit avant, mais je ne pense pas qu'il y aura une forte désynchronisation. On parlait tout à l'heure, voilà, l'Europe va le faire au mois d'octobre. Évidemment, il y aura les 25 points de base aux États-Unis en novembre. C'est vrai que le marché, si le chiffre a été mauvais, on aurait reparlé des 50. Bon, les 25 sont acquis, on va voir. Voilà. Moi, c'est acquis à 93%. Il y a encore un peu de place pour qu'il n'y ait pas de baisse de taux, peut-être, le 7 et 8 novembre. Vous savez comment ça va hyper vite. Hein. Il y a encore 10 jours... 93%, ça devrait être... Voilà. Encore 10 jours, on pensait qu'il n'y avait pas de baisse de taux en octobre pour la BCE. Voilà. Là, pour la première fois, le marché price moins de baisse de taux aux États-Unis. Donc voilà, attendez qu'il y ait encore un mauvais chiffre qui arrive. On en reparle. Donc c'est vrai que c'est très volatile dans les deux sens. Mais voilà, on continue de penser, quand on regarde pas mal d'autres indicateurs, on voit que ça ralentit quand même aux États-Unis. Il faut voir aussi que le taux d'épargne est au plus bas du plus bas aux États-Unis. Et c'est vrai qu'il y a la productivité en ce moment. Oui, il y a eu des effets richesse, il y a eu de la productivité, il y a un marché du travail qui continue de créer des emplois, de toute façon.
Facteur Chine, facteur pétrole, effectivement, dans cette équation, comment est-ce que ça peut perturber le jeu des banques centrales, que ce soit la Fed ou la Banque Centrale Européenne? La Chine, c'est quelque chose de nouveau quand même par rapport à ce qu'on a eu comme annonce précédente depuis le Covid, François? Ah oui, alors autant à court terme, je pense pas trop, et je suis assez d'accord avec la thèse qui a avancé que le marché est bien pricé. Octobre, voire je dirais même décembre, parce que même si le stimulus IA est très fort, on va quand même mettre quelques mois pour se rendre compte. Ouais. 1, quels sont effectivement les chiffres. 2, comment ils le mettent en place. Et 3, est-ce qu'ils vont effectivement le dépenser à la bonne vitesse. Donc là-dessus, je pense que sur octobre-décembre, on est bien. Et entre-temps, il va se passer évidemment beaucoup de choses. Élection américaine, la suite de l'emballement ou la calmie sur les tensions au Moyen-Orient. Donc c'est... On va dire qu'on pourrait presque repartir d'une page blanche à partir du début dans un mois. En fait, on va avoir beaucoup de nouvelles. Mais là-dessus, je reste, de mon point de vue, quand même convaincu du fait que la dynamique inflation basse, croissance anémique et notamment demande domestique anémique sont des arguments très forts qui, selon moi, peuvent permettre de totalement justifier une BCE qui est relativement divergente par rapport à une Fed à horizon 6. J'entends, c'est ce que vous disiez. Ouais. Donc là-dessus, effectivement, voilà, il y a beaucoup d'éléments aléatoires qui peuvent arriver là-dessus et jeter un froid, ou en tout cas rebattre les cartes. Il y a quelque chose de solide pour la BCE dans le cas de baisse de taux devant nous rapide. Quoi. Exactement, mais pour répondre plus précisément à votre question, sur l'aspect Chine, il y a quand même un élément très fortement changeant par rapport à ces 15 dernières années, c'est que la courroie de transmission de l'économie chinoise sur un plan de relance, pour l'Europe, c'est l'Allemagne. Et là, l'Allemagne, elle n'est plus là. Non. Et on a du mal à savoir qu'est-ce qui est vraiment cyclique et qu'est-ce qui est du structurel. Mais plus le temps passe, plus on se rend compte que ce qui est cyclique est en fait plutôt structurel. Ouais. Et que donc, du coup, de voir avec un grand regain d'optimisme... un peu sûrement, mais beaucoup, je ne pense pas, sur un plan de relance chinois. Il ne faut pas regarder les effets d'entraînement de la Chine sur l'Allemagne et donc sur l'Europe avec les yeux d'il y a 5, 10 ou 15 ans. Quoi. Exactement. Ouais. J'entends bien. Sur le facteur, sur la Chine, si vous voulez, bien sûr, Wilfried, mais aussi sur le pétrole, et bon, c'est toujours le sujet géopolitique difficilement préhensible, mais dans quelle mesure ça assombrit un peu la conjoncture immédiate, ou dans quelle mesure ça peut assombrir la conjoncture? Le pétrole, c'est quand même une clé extrêmement importante de lecture du cycle économique. Je rappelais sur ce plateau que si vous prenez le prix du Brent, vous le décalez de 8 mois et vous collez à cette courbe la courbe de l'inflation cœur, je dis bien cœur européenne, c'est quasiment la même courbe. Donc ça veut dire que véritablement l'effet d'entraînement du pétrole est très important. Et ce qui nous sauve aujourd'hui sur le cycle économique avec la très bonne tenue du cycle américain et la relance chinoise, c'est que ça vient à un moment donné où le pétrole était ou est, on va y revenir, véritablement coincé dans un range assez bas, voire en train de baisser, parce qu'on était en surproduction assez massive en fait, puisque quand on regarde, on a 2-3 millions de barils jour en fait de surproduction sur le marché. Ça s'équilibre autour de 100 millions par jour, je ne sais pas le chiffre précis, mais c'est ça. Exactement, avec les États-Unis qui désormais sont exploitateurs nets d'environ 2,5 millions de barils par jour. La question qui va se poser maintenant, c'est est-ce que la situation au Moyen-Orient peut changer fondamentalement la donne, et est-ce qu'on peut avoir, et pour combien de temps, c'est deux questions importantes, est-ce qu'on peut avoir un changement de trajectoire du pétrole qui nous change effectivement la trajectoire des prix à la production et donc à un moment donné des prix à la consommation et donc des banques centrales et donc du cycle économique. Aujourd'hui, ça n'est pas encore le cas. Et dans le cadre des analyses stratégiques, on voit que finalement le manuel des rétorsions, si je peux m'exprimer ainsi de façon assez cynique, est à peu près respecté au Moyen-Orient, sans qu'il y ait de surprise majeure, même si la situation est absolument tragique. Mais il n'y a pas de surprise majeure par rapport à ce qui est effectué. Et en particulier, le doute qu'on pouvait avoir sur à la fois des frappes israéliennes sur des installations de production de pétrole, non pas de raffinage, que le raffinage c'est essentiellement pour le marché intérieur, intérieur, mais de production, ça a été assez vite écarté. Et assez rapidement, on s'est aperçu que l'Iran ne souhaitait quand même pas se mettre à dos son principal fournisseur et client, qui est la Chine, en bloquant le détroit d'Ormuz. À partir
du moment où on est toujours dans cette hypothèse-là, il faut être très prudent parce que ça peut changer assez vite. L'irrationalité dans ce cas peut prendre la place assez vite des manuels de géostratégie. Mais pour l'instant, en fait, ça reste équilibré. Mais c'est véritablement pour moi l'élément clé qu'il faut suivre, qui pourrait remettre en cause un cycle économique qui aujourd'hui est très positif. Ouais, d'ailleurs, on a vu, les taux se retendent, à la fois après le rapport du travail américain, mais aussi lié au rebond de 10-15% des cours du pétrole qu'on a eu en quelques jours. Quand même, quand on regarde sur un an, on est à peu près ça baisse depuis avril. Voilà. Oui, bien sûr. On est encore à 15-16% de baisse. Donc, on était à 90 $. Aujourd'hui, on est relativement serein, mais on sait que le pétrole, ça peut aller vite. Dans ce climat, que disent les entreprises, celles que vous suivez dans votre univers d'investissement, Louis, dans l'univers des small et mid cap européennes, françaises notamment? Alors c'est toujours intéressant, elles publient un peu plus tard que les larges, je crois, donc il y avait encore des publications d'entreprises là jusqu'à il n'y a pas très longtemps dans cet univers d'investissement. Oui, il y a même encore des publications jeudi, Voyageurs du Monde, Groupe Là encore un peu plus tard. C'est vrai que c'est assez intéressant parce que dans le cycle économique, en tout cas pour les petites sociétés dans lesquelles nous sommes pas mal investis chez Gay-Lussac Gestion, c'est plus des sociétés locales, on va dire, qui n'ont pas forcément bénéficié depuis 2 ans du boom de l'intelligence artificielle, de l'obésité et même du luxe, mais qui souffrent en ce moment. Donc c'est vraiment des valeurs qui, je l'espère, et qui devraient bénéficier le plus des baisses de taux d'intérêt. Mais il faut savoir que depuis la guerre en Ukraine-Russie, c'est des valeurs qui ont fortement souffert de leur montée des taux et surtout de la dérivée seconde. C'est vraiment leurs clients qui ont beaucoup souffert. Et dans le même temps, des large caps qui coupaient vraiment les investissements et donc des small caps qui en souffraient. Aujourd'hui, après quasiment plus d'1 an de baisse de bénéfices par action et aussi donc de baisse de bénéfices par action, on sent que le point bas, je parle en termes de momentum de business par action, a peut-être touché son point bas. Parce qu'il faut savoir que ça fait déjà 1 an, il y a 1 an, elles avaient toutes fait des profit warnings, ça fait déjà plus d'1 an et demi que leurs bénéfices par action sont en train de baisser. Et là, pour beaucoup, bon, certes, il y a un effet de base qui va être beaucoup plus favorable pour le 3e et 4e trimestre, mais comme on dit, un effet de base, ça ne fait pas tout. Néanmoins, quels que soient un peu les différents secteurs, on sent que le point bas est derrière nous. Vous prenez le secteur, par exemple, de la construction, qui prend les négociations de matériaux, on sent que le S1 était catastrophique. Voilà, vous prenez des sociétés comme SAMC ou par Point P, vous savez, qui est 5%. Le premier semestre, catastrophique, vraiment, forte à la fois des volumes et des prix qui baissent. Vous prenez aussi des sociétés comme Thermador, qui sont des grossistes distributeurs pour les industriels, pour le bricolage, tout ça. Pareil, forte baisse. Et toutes ces sociétés vont nous dire, bon, on va faire un T3, T4, toujours en décroissance, mais en moindre décroissance que le troisième semestre. Et 2025, la vraie question, c'est quelle va être la croissance? C'est pas mal de ces sociétés qui avaient peut-être fait trop de croissance post-Covid, qui avaient fait du 6, 8, 10% de croissance, sachant qu'avec un PIB à moins de 1%, normalement, c'est pas soutenable. Donc là, tous nous dites, maintenant, la question, c'est, ça a fortement chuté, mais ça ne va pas rebondir aussi fort qu'en 2008 qu'en 2009. Parce que tout avait chuté, c'était reparti comme en V. Là, ça a plutôt chuté, ça a corrigé les excès du Covid, ça devrait remonter doucement, plutôt de 3% de croissance organique. Vous prenez le secteur de la logistique, c'était un peu pareil, ça fait... On aime bien parler souvent de Steph, par exemple, depuis la guerre en Covid, c'est chaque mois consécutif, il y a des baisses de volume de tonnage livré. Heureusement, il y avait des effets prix qui ont compensé. Voilà, vous prenez également un secteur qu'on aime beaucoup, le service informatique, les ESN. C'est depuis le T2 de l'année dernière que leur chiffre d'affaires commence à se contracter. Cet été, pour la première fois, on nous a dit... Ça va un peu mieux. Un grand donneur d'ordre, c'est les banques. Ça fait 18 mois que les banques avaient coupé. Ça commence à revenir. Donc, bon, est-ce que ça va être pérenne? À quel niveau ça va repartir? Voilà. Donc, beaucoup de secteurs, on a l'impression que c'est derrière nous. Donc voilà, on croise les doigts. Mais on était encore dans les... Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour nombre de ces entreprises, on était encore dans les effets Covid ou post-Covid, de stop and go, de boom and bust, etc. Enfin, il y avait encore ces effets-là jusqu'à il y a quelques trimestres dans l'activité de ces entreprises. Alors pour certaines, oui, c'était post-Covid. D'autres, les ESN, c'est vrai qu'il y a eu un peu un excès d'investissement post-Covid. Dans un sens ou dans l'autre, oui, j'entends. Et même, vous prenez la consommation, clairement, on voit, voilà, clairement, avec la baisse des taux et surtout la baisse de l'inflation en Europe, ça devrait redonner du pouvoir d'achat au réel, aux consommateurs.
consommateur, et pour l'instant, on ne le voit pas encore. Pour l'instant, qu'est-ce que fait l'Européen? Il épargne. Mais bon, normalement, tout le monde dit qu'il épargne et que 6-9 mois après, quand il le sent vraiment, il se remet à consommer. Donc pour le moment, il faudrait avoir un choc de confiance, mais c'est vrai que le problème, en tout cas en France, vous connaissez tous les problèmes politiques, c'est vrai qu'aujourd'hui, la confiance manque. Mais c'est pour ça qu'on reste vraiment confiant, parce que le taux d'épargne est quand même hyper élevé en Europe. Et on espère que cette confiance va revenir. Et on espère vraiment que cette 3e baisse de taux en octobre va vraiment faire du bien à ce tissu que sont les small caps. Quelles hypothèses vous faites justement sur l'épargne en Europe, en France, dans vos exercices de prévision, François? Meilleur que les prévisions de la BCE, je précise. On a plus de 15 points de taux d'épargne, c'est ça, en zone euro, en Europe? Exactement. C'est ça, hein, ça continue de monter. Hein. Et ça compte modérément, mais ça continue de monter, effectivement. Donc on a manifestement complètement changé de comportement pré-post-Covid. On se retrouvait en zone euro à un taux d'épargne qui tournait entre 12 et 12,5. On est là au-dessus de 15 et en phase ascendante. Alors même que la confiance des ménages dans les perspectives économiques se normalise, revient vers des niveaux encore loin de normaux, mais en tout cas par rapport au trou de la guerre en Ukraine, on revient haut. Nous, notre hypothèse de base, c'est qu'on reste haut quand même, et qui nourrit effectivement une demande domestique au ralenti. On a effectivement des incertitudes politiques en France, en Allemagne, qui sont quand même les deux grosses locaux de la croissance européenne, qui ne vont pas bien et qui ne vont pas aller beaucoup mieux dans les trimestres à venir. On a des taux quand même encore réels qui vont rester positifs. Donc là-dessus, l'attractivité de l'épargne sur les taux va rester là. Et donc là-dessus, c'est vrai que il y a aussi la correction de l'histoire passée, c'est-à-dire qu'on a vu ce choc Covid notre vie est revenue normale, mais on a des taux d'épargne qui sont pas du tout corrigés à la suite de ça. Donc on a envie de se dire, on a passé un peu notre temps à se dire le taux d'épargne va finir par se normaliser parce que c'est ce que le modèle dit, on revient vers la norme. Là, plus les trimestres se passent, plus on se dit en fait... ça devient structurel. Je reprends votre image tout à l'heure, c'est du conjoncturel qui dure au point de devenir structurel ça peut devenir un peu structurel. La problématique, c'est extrêmement difficile de faire entrer dans une équation parce que du coup, on n'a pas beaucoup de données, mais le sentiment qu'on a, c'est que les éléments delta qui peuvent permettre... Pourquoi est-ce que le taux d'épargne monterait dans ces derniers trimestres alors que l'inflation baisse? On va dire au contraire, voilà, le gros du choc est derrière nous, l'inflation baisse, on a un gain de pouvoir d'achat, on y va. Et le fait est que ce n'est pas le cas. Et du coup, on essaie d'un peu de réintrogénérer ça et de se dire, très clairement, la solution n'est pas là, elle est probablement autre part. Est-ce qu'elle est dans l'histoire politique? Peut-être. Est-ce qu'elle est dans la géopolitique? Plus largement aussi. Est-ce qu'elle est dans les taux? Pourquoi pas? Donc voilà, on a un nombre de paramètres. On essaie de voir qu'est-ce qui peut être le déclencheur, mais très clairement, à court terme, de se dire qu'on peut avoir, comme au même titre de ce que la BCE attend, une reprise forte de la consommation parce que le taux d'épargne baisse, de manière explicite parce qu'elle est suffisamment généreuse aujourd'hui pour nous donner ces hypothèses de taux d'épargne, très clairement, ce n'est pas le cas. Sur l'histoire politique, peut-être justement, si c'est une entrave au déploiement de l'épargne en zone euro aujourd'hui, qu'est-ce que vous dites de la situation aujourd'hui? Alors, c'est vrai que pour l'instant, on n'a que des hypothèses ou des pistes. Une tentation fiscale, évidemment, en France, mais pas que, je le rappelle aussi, Wilfried. Est-ce qu'un pays comme la France, aujourd'hui, parle correctement à ses créanciers? Est-ce qu'un créancier qui connaît la France, qui comprend la France, est-ce qu'il a l'impression qu'on lui envoie un message correct? Alors... on lui envoie un message correct, mais si je veux faire l'analogie avec le monde de la gestion d'actifs, l'analyste crédit sur la France est relativement serein, l'analyste action sur la France est inquiet. Ouais. Et je pense qu'à moyen terme, le problème de cette divergence, il est là. C'est-à-dire que effectivement, la France sait lever l'impôt. On est même quasiment les champions du monde des capacités et de l'inventivité fiscale. On a la capacité également de rassurer malgré tout sur une certaine stabilité du pays, même si ça devient plus compliqué, mais quand même, on n'a pas d'histoire d'instabilité récente qui puisse être mise en avant. Et puis, on a effectivement un taux d'épargne des ménages qui est très important, ce qui veut dire que l'épaisseur de la laine du mouton est suffisamment rassurante lorsqu'effectivement on envisage de se faire un pull sympathique. La question maintenant qui va se poser vis-à-vis même des créanciers à moyen terme, c'est comment est-ce que la
machine économique va continuer à alimenter tout ça? Est-ce qu'on est toujours dans une optique d'augmenter, et c'est la même chose dans tous les pays de la zone euro, d'augmenter le taux de croissance potentiel de la zone euro? Parce que c'est ça, en fait, le sujet fondamental. Le sujet fondamental, il est que la productivité européenne décroche d'une façon considérable par rapport à la productivité américaine. Quand on fait les calculs, alors on sait que la productivité, c'est ce qui reste quand on a tout expliqué, mais malgré tout, au milieu des années 90, on était à peu près, la productivité européenne, c'était 95% de la productivité américaine. Ouais. Aujourd'hui, c'est moins de 80%. Ouais. Donc on a véritablement baissé de façon très forte. Et en plus, quand on rajoute à ça le fait qu'on a un comportement démographique qui est maintenant bien établi, qui est de diminution constante de la population active et probablement assez rapidement de la population tout court du continent européen, on doit avoir à la fois une politique d'attractivité des capitaux et une politique de productivité très forte. Ce qu'on n'a pas aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, l'Europe réglemente avant de produire. Et ça, c'est un sujet qui est quand même un sujet fondamental. Le sujet fondamental européen, il est que on ne se focalise pas assez sur la prise de risque et on se focalise sur justement, surtout, être prudent, ce qui est cohérent, là encore, avec notre profil démographique. Et donc, il va falloir effectivement, pour rassurer à moyen terme, donc pour que l'analyste action sur la partie France et même sur la partie euro, croissance, une note positive, nous disent effectivement, on voit que vous prenez les bonnes mesures pour libérer votre croissance. On avait commencé à le faire, en particulier en France, depuis globalement 2014. On a l'impression qu'on vient gentiment en arrière et que même les autres pays sont quand même en train de prendre un chemin assez compliqué. Je mets de côté l'Espagne, mais l'Espagne c'est très, très particulier parce qu'on a des stop and go espagnols que j'arrive, moi, je ne suis pas un spécialiste de l'Espagne, que j'arrive difficilement à lire. Mais sinon, on a un vrai sujet, on a un vrai sujet européen sur justement cette lecture du dynamisme économique qu'on ne fait pas correctement. Ce qui est intéressant, si on parle de l'idée de politique de l'offre, en tout cas de compléter l'union, par exemple des marchés de capitaux. C'est la piste proposée par le ministre de l'économie espagnol dans le FT, de dire faisons un laboratoire avec quelques pays, alors il dit 3 ou plusieurs pays, enfin 3 ou quelques autres pays, pour avancer sur ces sujets. Ça avait été, alors je crois que c'était Nicolas Sarkozy, post-grande crise financière, de dire on peut faire des choses avec l'Europe des cercles concentriques, on peut avancer en groupe dans l'Europe. Ce qui est juste incroyable, c'est qu'on essaie d'avancer de façon pratique et on voit par exemple que lorsque Unicredit s'intéresse à Commerzbank, tout de suite on a des levées de boucliers en disant non, jamais un Italien n'achètera une banque allemande. Des levées de boucliers en Allemagne. Oui, mais en Allemagne. Mais tout autour, tout le monde leur dit il faut y aller. C'est-à-dire que en Europe, c'est un peu d'ailleurs pareil en France, quand on n'est pas concerné, on est toujours favorable. Mais en fait, à un moment donné, il va falloir faire ce que j'appelle un acte de foi. Ça marche pour beaucoup de choses, en fait. Bon, on verra. Unicredit Commerce, effectivement, de ce point de vue-là, ça peut être quelque chose de symboliquement assez fort. Exactement. Bon, après, il y a des sujets. L'IT dans les banques, c'est compliqué aussi. Il n'y a pas que la nationalité qui peut poser problème. Louis, vous disiez tout à l'heure, les entreprises, effectivement, peut-être dans l'univers small et mid, on a vu le point bas, on a des perspectives de croissance. Est-ce que ça se retrouve dans les flux? Est-ce que ça se retrouve dans le schéma de marché qu'on connaît depuis cet été? Moi, je notais quand même que sur l'ensemble du troisième trimestre, il n'y a plus de sous-performance boursière des small et mid cap, par exemple. C'est vrai que c'est la première étape assez importante. Jamais les small cap qui sous-performent se remettent à surperformer tout de suite. Ça passe toujours par une phase de transition de relative performance étale. C'est ce qui se passe en effet depuis cet été. Pourquoi ? Parce que il y a certes les effets de base, il y a beaucoup de faux départs qu'il y a eu, mais je pense sincèrement, comme je disais tout à l'heure, que la baisse des taux, la première le mois de juin, le 8 septembre, la qui arrive en octobre, va refaire beaucoup de bien. Parce qu'il y a quand même beaucoup de sociétés que l'on a vues, qui étaient vraiment en récession. C'est ça que tout le monde, quand on dit que nos sociétés étaient en récession, les gens ne comprennent pas en disant non, la zone euro n'était pas en récession. Normal, parce que l'État fait des chèques électricité, chèques cadeaux, chèques tout ce que vous voulez, et pas mal de choses ont fait que finalement, on n'a jamais rentré en récession, même en Allemagne. Mais en tout cas, quand vous regardez les entreprises locales, tout le monde vous dit que depuis 2 ans, ils souffrent énormément. Il y a des secteurs industriels, oui, effectivement, je crois qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et je ne parle pas des structurels comme l'automobile, etc. Oui. Je parle vraiment des secteurs, par exemple la pharmacie, j'aime bien le dire, les pharmaciens, pour la première fois, certains ont perdu de l'argent en 2023, ce qui était du jamais vu. Donc forcément, quand les pharmaciens perdent de l'argent, beaucoup le font, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils ne font pas d'investissement. Nous, chez Gussac Gestion, on aime beaucoup une société qui est le leader français des équipements de logiciels pour pharmacie et croissance, anciennement Pharmagest. C'est quasiment 20 années de croissance organique positive.
en 2023, sur le S2 2023 et premier semestre, ils étaient en baisse. C'était du jamais vu. Là, ils ont confirmé que le point bas était là. Ce que j'aime beaucoup dans cette société, c'est que c'est beaucoup de sociétés qui n'investissaient pas, maintenant qu'ils ont vu que les taux s'étaient stabilisés, même baissés, se remettent à investir. Clairement, ils remettent à investir. Donc là, ils ont creusé un peu il y a eu un petit pincement de marche au premier semestre, mais ils disent, ça y est, 2025, ça repart, 2026, et ils attendent 10% minimum de croissance organique pour 25-26. Donc c'est pour montrer, certes, il y a eu des pauses, et ça repart. On aime bien aussi le secteur de l'immobilier. Vous prenez le leader français Hexaome, l'ancien Maison France Confort. Depuis un an, c'est quasiment moins 30, moins 40% de commandes. C'est pour ça que vous avez vu, il n'y a jamais eu d'aussi faible mise en chantier et de commandes dans l'immobilier neuf. Pire qu'en 2008. Et là, depuis cet été, depuis que les premières baisses de taux se font sentir, de nouveau, le carnet de commandes est revenu flat. Ça se dégrippe tout de suite. Dans des secteurs très sensibles comme ça au niveau des taux, ça peut se dégripper assez vite quand même. Ça se dégrippe parce que normal, le primo-accédant n'était plus là depuis un an. Il est en train de revenir. Et on avait vu, vous allez voir même dans les transactions immobilières avec, pour la première fois depuis longtemps, les prix baissent. Et les taux baissent, ce qui est extrêmement rare. Normalement, quand les taux baissent, les prix montent, ce qui était plutôt assez sain. Donc voilà, il y a plein de secteurs, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous aussi, on revient assez positif sur l'immobilier. Même l'immobilier de bureau, en tout cas dans le cœur Paris, ça s'est stabilisé. Ça va repartir. Les baisses de taux, voilà, pour ces économies plus locales, on va vraiment le ressentir. Parce que c'est vrai que depuis 2 ans, on a vu les marchés méga cap monter, mais c'était des poignées d'actions sur des thématiques bien ciblées. Bien sûr. Et voilà, il ne faut pas oublier que les large caps sont pas moins immunes que les small caps. C'est vrai que ça fait 2 ans que les small caps souffrent, mais regardez ce qui se passe sur le luxe. Et c'est peut-être pas forcément fini. Les révisions à la baisse sont plutôt devant nous sur pas mal de sociétés large cap. On attend 15% sur le secteur du luxe en 2025, croissance bénéficiaire. Partant de 0 cette année. Voilà, donc ça va être, on verra. Ça va être beaucoup c'est ambitieux. Oui. Et au moins, ce qui est bien, c'est qu'on attend plus grand-chose pour les small. Je pense sincèrement, voilà, on a parlé de différents secteurs, ça devrait faire du bien. Bon, on va suivre ça, effectivement. Pour prendre un petit coup d'avance aussi, l'élection du 5 novembre, présidentielle, on va en parler nous dans quelques instants avec notre correspondant américain, mais sur le plan de l'analyse macroéconomique, ça peut être vraiment un vrai game changer pour le scénario 2025. François, comment vous y réfléchissez là, chez AXA IM ? Ah oui, alors c'est sûr que... Alors d'abord, il y a la... parce qu'on en fait toujours, c'est l'élection américaine, et c'est un match, et voilà. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui change pas dans la conduite de la politique économique et ce que représentent les États-Unis dans la macro mondiale, quoi. Alors pour la faire rapide, il y a 2 sujets principaux. Il y a le sujet, on va dire, purement politique, avec les 2 batailles qui sont à l'œuvre, donc présidentielle et de représentativité en chambre des parlements, sur lesquels on peut avoir un mix and match pas forcément très cohérent ou pas. Donc il y a déjà 4 scénarios qui sont là. Ouais, c'est ça. Et après, d'un point de vue purement de politique économique, on n'est pas forcément très au clair sur les idées nouvelles qu'apporterait une Kamala Harris versus est-ce qu'on aurait une continuité parfaite ou est-ce qu'il y aurait des virages ou non qui seraient apportés, parce qu'on n'a pas eu beaucoup de nouvelles de ce côté-là depuis qu'elle est devenue la candidate des démocrates. Il n'y a pas beaucoup de choses de chiffrées côté démocrate. Exactement. Par contre, on a une idée, en tout cas philosophiquement parlant, très claire sur ce que mettrait en place un président Trump et surtout s'il devait avoir effectivement un parlement avec lui. Donc là-dessus, je pense qu'il y a effectivement un cadrage qui est vraiment différencié selon les types de candidats, avec des scénarios un peu intermédiaires selon les représentativités au niveau des parlements. Mais très clairement, notre scénario dans lequel Trump est élu et avec un parlement avec lui, on a une inflation, une croissance plus élevée et une Fed qui baisse 2 fois ses taux en 2025. Et qui arrête. Et qui s'arrête, c'est ça. Qui fait mars-juin et on s'arrête, alors que typiquement, si on est sur Kamala avec un parlement pleinement avec elle, on est sur 4 baisses de taux l'année prochaine. Effectivement. Donc voilà, donc là-dessus, avec effectivement beaucoup de scénarios intermédiaires selon comment se passent les élections au Parlement, mais il y a quand même un cadrage macro qui est a priori assez différencié, sur lequel on va tous se réveiller le 5 ou le 7, selon combien de temps ils mettent pour trouver les résultats. Ça peut prendre un peu plus de temps. Avec la Fed qui arrive au milieu le 7, 2 jours après les élections, voilà, on peut avoir quelques jours un peu de traumatisme, mais on va se réveiller effectivement mi-fin novembre avec une idée à peu près claire sur où est-ce qu'on va, alors que là on est encore beaucoup dans l'incertitude. Pour l'Europe, qu'est-ce que ça change ? On discute de ces enjeux depuis un moment avec vous aussi, Wilfried, mais Trump,
protectionnisme, est-ce que ça met l'Europe dans une situation où effectivement elle ne peut plus reculer sur l'idée de mettre des barrières comme elle le fait sur l'automobile chinoise, etc. C'est très compliqué. Ça reste un aiguillon, ça resterait un aiguillon fort pour une Europe entre deux, entre la Chine et les États-Unis. Le drame de l'Europe, c'est que c'est le continent le plus ouvert. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la Chine et encore plus par rapport aux États-Unis, on a un écart extrêmement important d'ouverture des économies. Et donc, c'est l'Europe qui souffre le plus. Et en plus, l'Europe n'a pas l'équipement, intellectuel pour gérer ce type de nouvelle phase. Elle est équipée pour justement gérer l'ouverture, plus ou moins d'ouverture, mais pas gérer les systèmes de fermeture. Donc il va falloir qu'elle change profondément. Et puis l'incertitude profonde qu'on va avoir, c'est, et moi j'ai une vraie incertitude là-dessus, c'est quel sera véritablement l'impact de ces hausses de tarifs douaniers qui sont annoncées, ces hausses très fortes. Est-ce qu'elles vont vraiment être inflationnistes ? Dans l'histoire, on a eu des hausses de tarifs qui ont été déflationnistes. Ah oui. Parce qu'en fait, ça agit sur l'économie comme une hausse d'impôts. Et quand vous augmentez massivement les impôts, en fait, vous diminuez la demande intérieure. C'est ce qui s'est passé. Ça détruit la demande, quoi. C'est ce qui s'est passé lors de la dernière hausse de taux de Donald Trump. En 2018, en fait, la tendance inflationniste a baissé. Il y a eu d'autres choses qui étaient à l'œuvre à l'époque. Le prix des machines à laver, il a quand même bien monté. Le prix des machines à laver. Donc, si effectivement vous focalisez sur un certain nombre de types de biens, vous dites pas de problème, c'est inflationniste. Sur l'ensemble de l'économie, ça a été plutôt déflationniste. Et donc, il n'est pas du tout impossible, quand vous regardez ce qui s'est passé dans les années 30, vous avez multiplié les tarifs par 3 ou 5 en fonction des pays, ça a été profondément déflationniste. Donc on ne sait pas quel va être l'impact, quelle va être la réaction globale d'une économie qui a déjà été boostée énormément. Donc là, je trouve que l'incertitude, c'est non seulement une incertitude politique, mais sur les conséquences d'une politique économique sur lesquelles on a de la visibilité, mais pas du tout sur les conséquences. Ce sera important pour l'Europe aussi, cette élection américaine, enfin pour le marché européen. Louis, il est serein, lui, il a ses small cap. Ouais, après, au niveau action, parce que c'est vrai que nous, on est principalement sur la classe actif action, nous, on pense que ça ne fera pas beaucoup. Ça peut se faire des arbitrages très rapidement, mais très vite, 2 semaines après l'élection, tout s'est arbitré. Je pense qu'on a toujours dit que c'est vraiment des papiers pour les brokers. Ça permet de faire des scénarios. Ouais, c'était un peu ça, mais c'est vrai question. On regarde ça vraiment de loin. D'accord. Et c'est vrai que, voilà, maintenant, à un moment, quand Trump était quasiment seul, quand le président Biden était encore là, tout de suite, on avait vu le call, remonter des taux. Les Trump trades se mettaient en place. Bon, c'est vrai que nous, ça n'a pas beaucoup d'impact. C'est vrai que nous, on a déjà tellement à faire en zone euro et particulièrement souvent en France. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup plus d'intérêt. Voilà, on voit encore, là, quand le Premier ministre Barnier parle encore de taxes sur les sociétés qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Malheureusement, même des small caps ont pour certaines plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. Sont pénalisés. Voilà, sont pénalisés, pour pas mal et ont perdu, notamment les valeurs dans l'intérim, par exemple comme Crit, qui fait plus d'1 milliard de chiffre d'affaires, a perdu X%. La piste de taxation des billets d'avion, etc. Enfin, à chaque fois, le marché réagit quand même à chaque nouvelle idée, nouvelle tentation. Focalisé là-dessus. C'est vrai que des sociétés comme Vinci et FH viennent se faire de nouveau massacrer. Là, bon, au moins, c'est des points d'entrée intéressants pour ceux qui n'en ont pas. Mais c'est vrai que c'est un peu pénible de se reprendre des coups comme ça sur la tête tout le temps en France, quoi. Comme vous dites, c'est toujours un peu la même histoire, quoi. De ce point de vue-là, c'est toujours les mêmes secteurs, toujours les mêmes histoires. De ce point de vue-là, on n'a pas révolutionné la roue fiscale, en tout cas. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été les invités. Et la roue est un instrument de torture bien connu de l'histoire, absolument. La roue fiscale, encore pire. Merci, messieurs, d'avoir été les invités de Planète Marché. Wilfried Galland, Montpensier Finance, François Cabot, AXA IM et Louis Defels, Gay-Lussac Gestion. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique et chaque lundi, le thème, c'est le thème américain. C'est notre quart d'heure américain. Nous retrouvons en visio notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous. Bonsoir Pierre-Yves, merci beaucoup de nous permettre de suivre comme ça chaque semaine les enjeux de l'élection présidentielle américaine, puisque c'est bien de ça dont on parle avec vous, Pierre-Yves. Sur le volet économique, il y a, alors on parlait de la semaine dernière, le tabou de la campagne, c'est le déficit public. L'obsession de la campagne, que ce soit pour Kamala Harris ou Donald Trump, c'est l'emploi et particulièrement l'emploi industriel. Et pas simplement aux États-Unis, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de pays en Europe où on est obsédé à nouveau par l'urgence de la réindustrialisation. On présente aux États-Unis la désindustrialisation comme une calamité. Il n'y aurait de vraie croissance que s'il y a réindustrialisation et que cet impératif justifie des mesures soit protectionnistes, des barrières douanières pour encourager les industries domestiques,
soit des aides fiscales, des subventions, des crédits d'impôt, à un coût fiscal exorbitant, mais quand on aime, on ne compte pas. Et Donald Trump a un petit peu inventé ce type de promesse électorale dans sa première campagne. Beaucoup de ces éléments ont été repris par les démocrates et aujourd'hui, eh bien, le thème de la réindustrialisation bat son plein. Je suis frappé de voir que, en dépit de toutes ces largesses, qu'il s'agisse de largesses fiscales, de crédits d'impôt, et Dieu sait si les lois votées par le Congrès, et en particulier l'IRA votée sous Joe Biden, comprenaient des aides massives pour les industries américaines politiquement correctes, et même en ce qui concerne les politiques industrielles mises en place sous l'administration Trump, eh bien l'emploi industriel américain ne bouge pas. La production industrielle américaine, en gros, ne bouge pas. On est toujours à un niveau de pratiquement 13 millions d'Américains employés dans l'industrie. Et la production industrielle américaine, en gros, n'a pas bougé depuis 2019. Elle est certes à un niveau historique. Elle ne baisse plus. Elle a naturellement considérablement rebondi après son effondrement durant la pandémie. Mais les effets macroéconomiques de toutes ces politiques, de tous ces discours, y compris les discours enflammés du New York Times, il y a longtemps que je n'avais pas dit du mal du New York Times, du New York Times sur la résurgence de l'emploi industriel syndiqué, ça ne se voit pas dans les chiffres du PIB, et c'est quand même assez surprenant. Les fact-checkers qui ont tellement de travail à faire pour vérifier les dires de Donald Trump qu'ils n'ont jamais, figurez-vous, Grégoire, jamais le temps d'aller vérifier ce que raconte Kamala Harris. Ils sont trop occupés à vérifier ce que dit Donald Trump. Eh bien, ils laissent Kamala Harris dire que sous son administration et celle de Joe Biden, on a battu tous les records de création d'emplois industriels. En fait, il s'accapare, il s'attribue le rebond de l'emploi industriel lié à la sortie de la pandémie. C'est 700 000 emplois industriels qui ont été créés entre le moment où Joe Biden arrive à la Maison-Blanche et en gros le niveau de l'emploi aujourd'hui. Mais dans ce cas-là, Joe Biden est aussi responsable, avec sa merveilleuse politique, du rebond de l'emploi industriel au Canada, en France, au Royaume-Uni, au Brésil, you name it. Soyons sérieux. Quand on regarde les enquêtes, c'est intéressant, Pierre. Ce que vous décrivez, on le voit dans les enquêtes, que ce soit PMI, ISM, etc. L'enquête service est toujours assez stellaire. L'enquête industrielle est toujours très très plombée. C'est toujours cette image de la gueule de crocodile, quoi, entre les deux. Hein. On a connu 16 mois consécutifs de contraction de l'activité manufacturière, avec une exception. C'était au mois de mars 2024. Et depuis le mois de mars, cette exception a été balayée. On est de nouveau en contraction, si l'on juge l'activité industrielle, précisément en fonction du PMI. Alors moi, je voudrais, sans vouloir faire un cours de développement économique, rappeler que la désindustrialisation des États-Unis s'est accompagnée d'une explosion de la production économique américaine, d'un enrichissement général de tous les Américains, et que ça n'est pas forcément une calamité. Je rappellerai quelques chiffres. En 1947, la part de l'emploi manufacturier aux États-Unis était de 32%, elle est tombée aujourd'hui à peu près à 8%. Cela n'a pas empêché, dans le même temps, de voir en dollars constants le revenu moyen par habitant de passer de 15 000 à plus de 66 000 dollars. Donc cette corrélation qui, semble-t-il, est intuitive, était admise par tout le monde, sur tous les continents, selon laquelle la richesse, ça veut dire plus d'industrie, elle n'est pas du tout évidente si on regarde les chiffres. Il y a eu de la productivité aussi quand même, Pierre-Yves. C'est ça qui est intéressant, c'est que ce qui caractérise le schéma américain, notamment post-Covid, mais même préalablement, c'est quand même ces gains de productivité. Alors évidemment, c'est toujours très difficile à évaluer, surtout à l'instant T, etc., etc. Mais aujourd'hui, là, je regardais encore, on est peut-être sur un rythme de progression d'une année sur l'autre de la productivité aux États-Unis de 2 voire 2,5% quand même. Vous avez mis le doigt sur l'élément qui manque dans le raisonnement simpliste qui est développé par les politiques aux États-Unis, de tous les partis, mais ailleurs aussi, qui est l'impact essentiel de la technologie dans les processus industriels.
on arrive à fabriquer autant et même beaucoup plus avec beaucoup moins de monde, avoir plus d'innovation et plus de qualité. Et c'est une bonne chose, tout le monde devrait s'en féliciter au lieu de pleurer. Vous savez, ça me rappelle l'histoire de Milton Friedman qui rendait visite à un pays d'Amérique centrale où on l'expliquait que pour créer des emplois, on avait chargé des dizaines de milliers de chômeurs avec des pelles de faire des trous pour créer des digues. Et que ça, c'était un programme de stimulation de l'emploi. Et Milton Friedman avait dit, mais dans ce cas-là, ne leur donnez pas des pelles, donnez-leur des petites cuillères. Ouais. Un mot de la course quand même entre Kamala Harris et Donald Trump. Je lisais, Pierre-Yves, je ne sais pas si vous l'avez lu encore, mais il y a quelques propos alors c'est Howard Lutnick qui est le chef de l'équipe de transition de Donald Trump. C'est un investisseur, il a présidé la firme d'investissement Cantor Fitzgerald. Et donc, il explique un petit peu comment est-ce que Trump ne se fera pas avoir deux fois sur la transition, justement, s'il devait accéder à nouveau à la Maison-Blanche et s'il devait mettre en place toutes les équipes à la tête des administrations. On demandera à tous les prétendants d'être loyaux et fidèles et loyaux au programme de Donald Trump, mais au président lui-même. Vous verrez, Donald Trump aura les moyens cette fois de déployer son agenda à une vitesse que personne n'aura jamais vue. Alors, si Donald Trump est élu, la grande différence par rapport à la situation dans laquelle il s'est trouvé lorsqu'il a été élu précédemment, c'est qu'il va avoir une idée un peu plus claire de ce qu'il peut faire. Il était le premier surpris dans son élection. On le voit d'ailleurs très bien dans nos discours de victoire électorale. Il ne sait pas trop quoi dire. Il n'avait pas les hommes, il n'avait pas vraiment de programme. On racontait même à l'époque que Melania Trump pleurait le soir de la victoire, tellement elle était surprise et tellement visiblement elle n'avait pas tellement envie de se fader 4 ans de Maison-Blanche. Exactement, c'était une catastrophe pour la famille Trump. Cette fois-ci, Donald Trump a complètement pris le contrôle du Parti républicain à tous les niveaux. Il a transformé le Parti républicain, nous en avons souvent parlé ensemble, en parti nationaliste et protectionniste et isolationniste. Et il a une idée assez précise de ce qu'il veut faire. Donc ça changerait beaucoup les choses. Ce qui me surprend beaucoup à ce point où nous en sommes de la campagne et de l'élection, puisque il y a plus de 30 États américains où l'élection a déjà commencé. Il y a plus d'1,4 million Américains qui ont déjà voté. C'est que Kamala Harris a complètement effacé le retard que Joe Biden avait face à Donald Trump. On est passé d'un déficit de 6 points à un avantage de 2 points. Mais ça ne bouge plus depuis 15 jours. Et 2 points, ça n'est probablement pas suffisant. Je suis frappé de voir que Kamala Harris est toujours en dessous de 50%, et elle est toujours en dessous de 50% dans des États, par exemple l'Oregon ou le Minnesota, dont son colistier est quand même gouverneur, qui sont des États largement démocrates. Alors, elle n'a pas bouclé sa victoire, la course est encore extrêmement étroite, et dans des États plus essentiels que jamais, comme la Pennsylvanie, la Géorgie, l'Arizona, la Caroline du Nord, si on peut voter malgré les dégâts causés par l'ouragan Hélène, Kamala Harris n'est pas au point où elle voudrait l'être. Et je trouve ça extrêmement surprenant compte tenu des 2 énormes avantages dont Kamala Harris dispose et dont elle devrait user considérablement au cours des prochains jours. D'abord, elle a 3 fois plus d'argent que Donald Trump pour payer de la publicité à la radio et à la télévision. Et deuxièmement, elle a le soutien indéfectible de toute la presse. Personne ne soutient Donald Trump, sauf, bien évidemment, la chaîne Fox News, mais même le Wall Street Journal est assez critique des positions de plus en plus délirantes, il faut bien le dire, et des discours incroyables de Donald Trump qui parle de tout et de rien, sans aucune discipline et sans aucune concentration sur un message précis qui serait susceptible de capter les électeurs encore hésitants. Mais même avec ça, vous dites, Harris n'est pas là où elle devrait être. Non, elle n'est pas là où elle devrait être. Ouais. Vous savez, ces sondages nationaux reflètent des choses qui n'ont aucune importance dans l'élection du président qui a lieu mi-décembre par le collège électoral. Ça ne sert à rien d'avoir 60% en Californie. Ça ne sert à rien d'avoir 55% ou 60% dans le Maryland. Ce qu'il faut, c'est avoir
50% plus une voix dans les États importants. Regardez l'Ohio. On se souvient lorsque Bill Clinton, par exemple, se présentait, mais même après, l'Ohio était un État qui était l'État type. L'Ohio votait comme voterait l'Amérique. Dans l'Ohio, aujourd'hui, Trump a 9 points d'avance. Bon, eh bien, il nous reste un mois pour suivre tout ça de près, grâce à vous. Merci beaucoup, Pierre-Yves Dugas, qui est avec nous chaque lundi, vous l'avez compris, dans ce quart d'heure américain de Smart Bourse, notre correspondant américain que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.